Bon après-midi, bonjour, bonsoir. Mon nom est Nicole Hoagland. Je suis ici pour représenter le laboratoire mondial pour la migration du CRCR. Mais avant de commencer, je voulais vous faire part de quelques petites remarques pratiques pour que vous puissiez bien profiter et utiliser la plateforme. Vous avez sans doute déjà vu défiler quelques d'IA. Donc, si vous souhaitez bénéficier de l'interprétation qui est disponible aujourd'hui en français, anglais, espagnol, arabe et anglais, vous devez sélectionner au bas de l'écran le sélecteur de langue. Dans Floor, vous allez choisir la langue de votre choix, donc le français par exemple, et vous pourrez alors la sélectionner et la maintenir tout au long de la réunion. Et ce sera aussi plus facile pour les questions-réponses. C'est une réunion avec demande de parole, donc vous n'avez pas accès à votre caméra ou à votre micro sans avoir demandé l'autorisation. Tout à l'heure, lors de la session questions-réponses, vous pourrez le faire. Vous cliquerez alors sur cet onglet «Demander la parole» et vous pourrez apparaître à l'écran. Et si vous avez une question, vous pouvez aussi la poser à notre opérateur dans la messagerie. Vous pouvez également utiliser la messagerie pour vous présenter aux autres participants ou pour poser des questions tout à l'heure. Alors, désolée, vous allez voir mon visage, vous allez m'entendre, je vais modérer et avant de passer la parole à Zek, je voudrais remercier la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le réseau des Nations unies pour la migration, le Centre pour la migration mixte, le Comité international de la Croix-Rouge pour avoir organisé cet événement. Et je vais maintenant donner la parole à mon collègue qui va nous dresser le contexte. Zek. Alors, voilà, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, oui, oui. On vous entend, on vous voit. Très bien, merci. Donc, tout d'abord, merci à tous. Un grand merci d'être à nos côtés pour cet événement aujourd'hui. Je suis vraiment très, très heureux d'être le modérateur de cet événement. Nicole vous l'a dit, c'est un événement qui est organisé par plusieurs organisations, par nous, l'IFRC, par le mouvement donc, international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par le Comité international de la Croix-Rouge, par le MMC et le Réseau des Nations unies pour la migration. Bienvenue à tous les participants, bienvenue à vous tous, à ce panel, à cette discussion interactive. Le titre est tout n'est pas qu'une question de vaccin. Nous devons œuvrer en faveur de politiques plus inclusives qui assurent l'accès aux services de base aux migrants pendant la pandémie de Covid-19 et au-delà. Il s'agira donc d'un panel et d'une discussion interactive. Et aujourd'hui, nous avons vraiment le grand plaisir de rassembler autour de nous des personnes qui ont vraiment fait des recherches approfondies sur l'impact de la pandémie et les mesures associées sur les migrants. Donc, ce sont les organisations qui ont entrepris ces recherches et des praticiens qui nous viennent de partout à travers le monde qui s'exprimeront tout à l'heure. Ce panel a pour but de renforcer la cohésion et la cohérence au niveau national, régional et mondial autour de questions qui sont vraiment essentielles, à savoir réparer les inégalités en matière d'accès aux services de base, en ce compris le vaccin contre la Covid-19 auprès des migrants. L'objectif de cet événement, encore une fois, est de renforcer les développements politiques qui reposent sur des éléments probants, ainsi que de promouvoir des politiques qui facilitent et assurent l'accès aux services de base. Encore une fois, en incluant les vaccins pour tous les migrants, quel que soit leur statut, durant ces efforts de réponse et de redressement après la pandémie. Il est évident que nous devons
réfléchir à la suite, à l'avenir. Et nous sommes très heureux d'avoir à nos côtés 5 intervenants qui vont donc participer à ces discussions en panel. Nous avons des intervenants qui représentent la recherche, le monde politique, la pratique aussi. Nous en avons du Centre pour la migration mixte, du Fruit Basket, du Laboratoire pour la migration mondiale, du Réseau des Nations Unies pour la migration et du Comité international de la Croix-Rouge. Nous allons donner la parole à chacun des intervenants et nous ferons bien sûr une petite présentation détaillée de chacun d'entre eux au moment où ils prendront la parole. Nous allons donc avoir les 5 intervenants qui, pendant 7 à 10 minutes, vont présenter chacun leur sujet. Et puis, nous aurons des questions-réponses qui seront posées après les 5 interventions. Donc, comme Nicole l'a dit, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, à aborder des aspects en particulier dans la messagerie, dans le chat. Donc, en haut à droite de votre écran, vous avez le petit onglet Messages. Vous pouvez donc utiliser cette messagerie pour poser des questions, pour vous adresser à d'autres participants. Nous sommes sur la plateforme Kudo, qui est une nouvelle plateforme pour moi, qui est excellente, nous disait. Et une des caractéristiques de cette plateforme, c'est qu'il y a un petit compteur. Donc, si vous voyez tout à coup une horloge qui apparaît à l'écran, un décompte, cela vous aidera à bien cadrer votre présentation. Et encore une fois, l'idée est d'avoir le plus d'interventions possible, d'avoir vraiment un dialogue, une discussion interactive. Je pense maintenant pouvoir donner la parole à notre premier intervenant. Je vais donner la parole à Nicole Hoagland, que vous venez d'entendre. Nicole, qui a vraiment une formation dans le domaine de la politique relative à la migration. Elle est à la tête du Global Migration Lab, le laboratoire pour la migration mondiale du CRCR, qui est vraiment une initiative nouvelle au sein du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et l'événement est organisé par la Croix-Rouge australienne. Ce laboratoire a pour but de veiller à ce que les voix, l'expertise et l'expérience des migrants ainsi que des communautés dans lesquelles ils vivent soient renforcées et puissent vraiment orienter le travail politique et le travail opérationnel, et que la recherche relative à la migration s'inspire toujours des éléments, des preuves émanant des personnes directement affectées, directement concernées. Voilà, Nicole. Oui, je reviens à l'écran et je vais maintenant partager l'écran avec vous. Une toute petite seconde, merci. Merci à tous pour votre patience. Est-ce que vous pouvez voir mes transparents? Oui, je les ai vus pendant quelques secondes, nous disait, et puis cela a disparu. Voilà, est-ce que vous pouvez voir maintenant? Oui, 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 merci. Merci beaucoup et merci à tous de me donner la possibilité de partager avec vous notre expérience et surtout le travail récent que nous avons réalisé. Alors, je vais tout d'abord vous présenter une recherche que nous avons organisée au mois de mars concernant l'accès aux services de base pour les migrants, et puis j'évoquerai le travail plus récent que nous avons effectué directement concernant l'accès aux vaccins dans le cadre de la pandémie. Alors, en mars 2020, nous avons publié un rapport sur l'accès aux services de base durant la pandémie de Covid-19 et son impact sur les cadres politiques et juridiques, et tout ce que cela signifie pour les migrants de manière concrète. Est-ce qu'ils ont pu rester en sécurité, en bonne santé? Voilà, ce sont des questions que nous avons essayé de répondre. Nous avons coopéré avec 8 sociétés nationales de la Croix-Rouge,
l'Australie, la Colombie, l'Éthiopie, le Soudan, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi qu'en coopération avec les fédérations internationales, l'IFRC et le Comité international de la Croix-Rouge. Grâce à l'aide de nos partenaires locaux, nous avons pu interroger plus de 3250 migrants ainsi que 150 parties prenantes clés. Donc au niveau de la communauté, au niveau national, local, l'idée, comme Zek l'a dit, était vraiment de mettre en place une base de données, des informations émanant directement des migrants, afin de mieux comprendre les questions, les défis auxquels ils sont confrontés et ainsi pouvoir proposer des solutions plus adaptées. Voici les éléments de cette recherche. D'abord, l'inclusion des migrants dans toutes les mesures de soutien sur la pandémie. Alors souvent, ces mesures étaient ad hoc et réactives. Les migrants n'étaient pas inclus dès le début dans les politiques. Très souvent, il a fallu faire preuve d'engagement, de plaidoyer de la part des acteurs locaux, et puis les migrants étaient inclus après. Après avoir identifié des problèmes, ils étaient inclus. Ces mesures étaient souvent incohérentes, insuffisantes par rapport aux résidents nationaux, et certains groupes étaient éligibles, d'autres pas. Donc, par exemple, si vous avez un visa temporaire, si vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas accès aux mêmes mesures de soutien et d'aide pendant la pandémie. Et ces politiques, eh bien, il y a eu un changement de ces politiques. Le testing, le traitement était accessible aux migrants, mais il fallait mettre en place aussi des politiques de santé plus inclusives. Par rapport à l'accès aux services de base, le rapport a pu voir que l'accès à ces soins de santé, soutien psychosocial, mesures sanitaires, etc., eh bien, que tout cela était assuré et que c'était important pour rester évidemment en bonne santé. Principaux obstacles rencontrés, eh bien, liés à l'exclusion qui repose sur le statut juridique, le fait aussi qu'il n'y a pas suffisamment d'informations dans la langue, pas assez d'informations sur les services disponibles non plus. Donc, voilà, parfois les services n'étaient même pas accessibles. Il y avait évidemment à l'époque une pression très importante sur les services de soins de santé en raison du confinement ou bien du fait que les migrants ne sont pas à un endroit bien précis mais bougent, eh bien ces services étaient inaccessibles. Les coûts financiers ont également été identifiés, surtout tout ce qui a l'impact sur les possibilités de travail des migrants a été important. Les lois, les politiques n'étaient pas appliquées de la même manière non plus. Au niveau national, par exemple, il pouvait y avoir une politique par rapport à l'accès aux services de soins de santé, mais pour ça, il fallait un permis de résidence et parfois, ou très souvent, les migrants n'en disposent pas. Donc, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas forcément informés de ce qu'ils pouvaient faire ou pas. Crainte, santé et soucis en matière de sécurité. Le fait aussi d'avoir peur d'attraper la Covid-19 en se rendant à tel ou tel endroit. L'impact aussi sur le visa, sur les procédures d'accès au visa, etc. Un manque aussi de documents. La plupart des services ont fonctionné à distance et donc les migrants n'avaient pas forcément accès à toutes ces informations. De manière générale, le rapport a montré que les barrières existantes ont été renforcées, c'est-à-dire les obstacles aux barrières qui existaient avant la pandémie ont été renforcés et puis de nouvelles barrières ont émergé. Donc, encore ici, je fais référence à l'absence de mesures de sécurité sociale pour les migrants. Impact sur les migrants, eh bien, l'impact sur les migrants a été disproportionné. En tout cas, pour ce qui est des mesures de contrôle et de prévention, et aussi une surreprésentation dans certains secteurs qui ont été fortement touchés par la pandémie. Si vous avez un petit résumé, vous voyez, en Égypte, par exemple, 80% des migrants qui ont été interviewés lors de l'enquête ont dit que leur travail avait été affecté. Au Soudan aussi, vous voyez les résultats, 92%. En Suède, plus de 50% n'avaient pas accès à un logement stable.
Donc des défis énormes et la prévalence aussi de l'insécurité alimentaire, insécurité en matière de logement, sans-abrisme, etc. Tout cela, bien sûr, a un impact, tout cela vient s'ajouter aux différents éléments, aux différents problèmes déjà rencontrés par les migrants. Plus récemment, nous nous sommes demandé comment renforcer l'accès à la vaccination. Nous avons donc un nouveau rapport aujourd'hui avec des informations relatives à l'accès à la vaccination. Cela repose sur une enquête menée auprès de 52 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui travaillent directement avec les communautés d'accueil et les migrants. Un petit schéma ici qui vous montre quel a été l'impact sur les migrants à travers le monde et ce qui a donc été observé directement par les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. On voit qu'il y a des tendances positives par rapport à l'inclusion dans les politiques et l'accès à la vaccination. Les États reconnaissent de plus en plus l'importance de vacciner tout le monde pour assurer la sécurité. Toutefois, il y a des différences dans les données au niveau mondial et on a constaté qu'il existe des chiffres différents, bien sûr, mais que l'accès aux politiques n'est pas universel et que certains migrants ont accès, d'autres pas. Donc, cela dépend encore une fois du statut du migrant. Et je le répète, les obstacles qui étaient déjà présents avant la pandémie sont toujours présents, notamment par rapport à l'accès à toutes les mesures durant la pandémie. Quand nous avons discuté avec ces sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un peu partout, voici ce qui est ressorti. Vous voyez, 90% estiment ne pas être suffisamment bien informés de la manière dont on peut accéder à la vaccination. Donc un manque de documentation par rapport à l'accès aux services de vaccination. La peur aussi, la peur d'avoir des effets secondaires, la peur d'être arrêté, d'être mis en prison, etc. Tous ces éléments-là ont été mis en évidence. Ce sont donc des obstacles qui sont toujours là, qui sont présents et auxquels il faut vraiment s'attaquer dans nos politiques, mais aussi dans la pratique, en assurant un meilleur accès aux vaccins. L'aspect financier n'est pas vraiment considéré comme un obstacle puisque lorsqu'il est disponible, le vaccin est gratuit. Et enfin, quelques recommandations concernant le fait que cette politique doit être traduite dans la pratique. Quand on parle d'accès aux services de base, c'est pour tous les migrants. Et les recommandations doivent être respectées par tout le monde, doivent s'adresser à tout le monde, quel que soit le statut juridique. Donc, accès à des informations au bon moment, s'assurer d'être inclus dans les politiques de traitement et de vaccination, s'assurer également que lorsqu'ils en ont besoin, les migrants ont la possibilité d'accéder à des mesures de soutien social, accès aussi à toute l'aide humanitaire. Si l'on parle maintenant de vaccins en particulier, la recommandation est d'avoir accès aux vaccins pour tous les migrants, idéalement gratuitement. Il faut aussi bien comprendre les obstacles informels et formels rencontrés au niveau local, notamment les processus d'enregistrement, pour s'assurer que dans la pratique, tous les migrants ont vraiment accès aux vaccins. Il faut mettre en place des politiques aussi de sensibilisation dans une langue que le migrant comprend. Il faut aussi étayer, grâce à la recherche, les effets secondaires et tout ce qui fait peur aux migrants. Et puis, bien sûr, mettre l'accent sur les plus vulnérables, les plus à risque. Quelques mots maintenant sur la manière dont certaines sociétés du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge ont mis tout cela en place. Par exemple, en Suède, eh bien, il y a un bus vaccinal, hein, donc un service mobile qui apporte la vaccination mobile pour les migrants qui ne sont pas un endroit fixe. En Gambie, un autre centre a vu le jour pour les migrants également. La Croix-Rouge britannique a aussi, avec les autorités locales, mis en place une clinique de vaccination pour les migrants sans papier, en essayant vraiment de veiller à ce qu'ils puissent être vaccinés sans rendez-vous, etc. Et puis au Monténégro aussi, des mesures ont été prises
notamment au niveau linguistique, pour faciliter la participation des migrants. Et aux Maldives, là aussi, on a mis en place un système de vaccination pour les migrants sans papier pour s'assurer qu'ils sont enregistrés, qu'ils bénéficient d'une carte de vaccination. Voilà quelques bons exemples de la manière dont nous pouvons renforcer cette politique inclusive et s'assurer en même temps que tout cela se traduit bien dans la pratique. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, merci beaucoup, Nick. Alors, en tant que modérateur, merci d'avoir été là et d'avoir bien respecté votre délai aussi, votre temps de parole. Et je pense que c'était une excellente manière de planter le décor. Vous nous avez donné une longue liste de politiques. Vous avez aussi mis l'accent sur certains aspects, sur certains obstacles. Ce qui est aussi important, c'est que vous n'avez pas uniquement examiné les obstacles, mais vous avez aussi tenu compte de l'impact pour les migrants et de la manière concrète dont ils sont touchés. Et vous avez aussi donné quelques recommandations quant à la manière dont nous pouvons surmonter ces obstacles administratifs. Et quelques exemples au niveau mondial qui déjà ont lieu ou commencent à avoir lieu. Et avant de passer à au prochain intervenant, pour les collègues qui n'ont pas vu ces rapports, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'ils peuvent les trouver? Je suis désolée. Donc, vous pouvez les trouver sur le site web Global Migration et je vais les mettre dans la boîte à messagerie. Merci beaucoup, Nicole. Beaucoup de collègues les ont déjà vus, mais pour ceux qui s'intéressent à les revoir ou à les lire, ils savent où les trouver. Maintenant, nous passons au prochain intervenant et c'est une opportunité de passer du niveau mondial au niveau local. Nous aimerions maintenant accueillir Thomas Chamieux-Garia. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom, Thomas. Thomas est le directeur et fondateur de Fruit Basket, basé à Johannesburg. Et The Fruit Basket fait la plaidoyance pour les droits, la liberté, la sécurité des LGBTQ+, des migrants qui habitent en Afrique du Sud. Et depuis le début de la pandémie Covid-19 et à travers des appels en ligne, les campagnes auxquelles Fruit Basket a répondu pour cette communauté spécifique aux plus grands besoins de cette communauté. Donc Thomas, nous sommes très ravis de vous accueillir. Est-ce que vous êtes présent avec nous? Donc, peut-être qu'il y a un petit souci de connexion, Thomas. Je vous donne quelques minutes. Sinon, nous allons passer au prochain intervenant. Je crois, non. Désolé, Zik. Thomas, si vous pouvez allumer votre caméra et connecter votre microphone parce que je vois qu'il est déjà connecté. Donc, peut-être quelqu'un de nos collègues peut l'aider. Donc, nous allons passer au prochain orateur qui vient du centre Mixed Migration, Jane Leneka. Jane, c'est de l'initiative de collecte des données 4MI. Jane fait la coordination de l'initiative de collecte de données. Elle est basée à Genève, en Suisse, et a une expérience en analyse et gestion de l'information dans le secteur humanitaire. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Centre de migration mixte fait partie du Conseil danois pour les réfugiés et dispose de 6 centres régionaux ainsi que d'une unité de coordination à Genève. À travers 4MI,
Le centre s'adresse chaque année à 10 000 réfugiés migrants voyageant sur les routes migratoires mixtes tous les ans et recueille des données sur les aspirations, les détails du voyage et notamment les besoins et les vulnérabilités. Jane, désolée de basculer un peu l'ordre des orateurs. Vous avez peut-être quelques diapos à nous montrer, donc n'hésitez pas à les montrer ou à les mettre sur votre écran. La parole est à vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Je crois que ça marche pour moi. Et je suis ravie de venir juste après Nick parce que nous avons beaucoup en fait, de choses communes ensemble. Et peut-être je vais redire la même chose. Donc, je vais parler des données que nous recueillons, en fait, euh, que nous avons recueillies en 2020. Nous avons fait une grande collecte de données sur l'impact du Covid-19 sur les migrants. Les données que nous avons collectées sont toujours pertinentes de la situation, le message étant que Covid-19 et les mesures ont multiplié le stress qui existait déjà. Donc, nous allons tout de suite passer et parler des vulnérabilités, des risques, des dangers, les expériences de ces migrants et l'accès à l'information, à la santé, au logement, à l'éducation et aux besoins. Je vais parler des données au niveau mondial, mais les données viennent de nos services interactifs. Vous pouvez y accéder et je vais passer les liens à l'audience. Et tout au long de la présentation, nous allons voir un peu comment les victimes, nous allons voir un peu quelques expériences. Nous avons fait à peu près 23 000 entretiens entre avril 2020 et février 2021 et dans 17 pays. Nous avons parlé à plus de 8 000 femmes. Vous avez un peu une idée d'où vient ou d'où proviennent ces données. Nous avons fait des entretiens face à face avec des réfugiés et des migrants qui voyageaient à travers le monde. Nous devions arrêter un peu la collecte des données pour des raisons que vous connaissez, mais il y avait des écarts parce qu'il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas parler. Nous avons essayé de déterminer un nouveau moyen. Nous avons fait la communication par téléphone et nous avons développé un sondage développé sur Covid-19 et les réponses au Covid-19 pour un peu essayer de remplir les données dont nous avons besoin. Donc les messages clés, c'est que Covid-19 multiplie les contraintes d'une population déjà stressée. Les réfugiés et les migrants ont été bloqués. La plupart qui avaient un revenu ont perdu leur revenu. Et certainement au début, il y avait une augmentation du racisme et de la xénophobie, surtout en Tunisie, en Malaisie et au Somaliland. Nous avons demandé à certaines personnes s'ils pensaient qu'il y a eu une augmentation de la violence domestique, un risque accru d'exploitation sexuelle ou d'exploitation du travail. Et comme vous pouvez voir, la moitié sont d'accord qu'il y a eu une augmentation de la violence domestique, l'exploitation sexuelle est un peu plus basse, mais si vous voyez un peu, les femmes ont répondu, donc le nombre de femmes est plus grand. C'est juste un peu de contexte des risques et comment nous sommes concentrés sur la
perte des revenus. La plupart des personnes avec qui nous avons discuté étaient de 63% des personnes percevant un revenu l'avaient perdu en raison d'une partie ou d'une perte de travail et 20% n'avaient pas perdu de revenus. Et puis, quand on passe à l'accès au service, l'accès à l'information sur Covid-19. Donc, par qui avez-vous obtenu des informations? Ils avaient dit ils obtenaient quelque part. Mais ce qui était bien de ces deux chartes, vous pouvez voir que les sources les plus fiables, c'était les sources clés d'information. Mais il y a toujours eu des écarts. Par exemple, les professionnels de santé étaient les sources les plus fiables. Et en fait, une chose qui m'a interpellée, c'était les informations qui n'existaient quasiment pas pour tout le monde, et pas seulement pour la population des migrants. C'est comment ils dépendaient de la communauté en ligne, qui était la deuxième réponse la plus haute. Et quand on examine l'accès à d'autres services, donc, si nous passons à l'accès aux services de santé, donc ce n'est pas vraiment très élevé. Une minorité disait qu'ils ont accès aux services de santé, d'autres ne savent pas, et le non est particulièrement élevé. Donc, nous avons aussi posé la question, est-ce qu'ils avaient reçu des services de santé sur Covid-19? Vous voyez un peu comment sont les réponses et s'ils ont, par exemple, voyez un peu les différences entre l'Asie et l'Amérique. Quand on a posé la question sur quelles sont les barrières à l'accès des services, la raison essentielle était l'argent, mais aussi d'autres barrières très importantes, c'est la discrimination et la peur. Donc, ils avaient peur parce que, en fait, ils n'avaient pas de papier et une grande barrière était certainement les cas en Colombie, c'est le manque de documentation ou l'absence de documentation ou de papier. Et si nous passons en fait au logement, il y a juste une moitié qui dit qu'ils ont des logements où ils peuvent être isolés et être à distance. Et il y a aussi les hommes, par exemple, célibataires qui vivent souvent à plusieurs dans une seule pièce et ne sont pas en mesure de respecter les protocoles de santé, notamment en matière d'hygiène. Bon, les femmes également ont signalé qu'ils ne peuvent pas respecter les mesures de prévention de Covid-19 en raison de leurs conditions de vie. En Colombie, il y a beaucoup de soucis concernant les évictions, les expulsions, mais ils continuent malgré le moratoire. Il y a des rapports où les situations continuaient à s'aggraver en Colombie. Donc, et puis, l'accès à la scolarisation. Donc, c'est une situation particulièrement grave, comme vous pouvez le voir. On a fait des entretiens avec des personnes qui avaient des enfants scolarisés avant Covid-19 et même 38% de ceux qui ont des enfants en âge scolaire n'avaient pas d'enfants à l'école et 29% de ceux qui ont des enfants à l'école ont dit qu'ils n'avaient pas accès à l'école. Donc, vous pouvez voir un peu les exemples dans les différents pays où nous avons entrepris ces sondages. Donc, au Niger, c'était 57% et le plus bas de 15% en Colombie. Dernier point. Le besoin d'assistance. Comme vous avez vu, il y a 32% seulement qui disent avoir reçu de l'aide et 85% n'ont
pas reçu de l'aide. Et quand on a demandé quels sont en fait les besoins nécessaires, donc les besoins de base et d'autres besoins, mais il y a aussi de grandes disparités, par exemple la provision en matière d'argent ou de monnaie, de cash, mais aussi de grands besoins qui n'étaient pas satisfaits. Mais il s'agit aussi de la façon de donner ces provisions. Donc il y a une petite perspective sur l'impact de la pandémie sur la population des migrants. Depuis mars 2021, on a commencé à recueillir des données d'une façon beaucoup plus générale qu'on l'avait fait sur les différentes expériences. On a examiné la COVID-19 comme encore une situation stressante et un catalyseur et un grand facteur qui a eu un impact sur les expériences des individus. Donc, il y a les restrictions frontalières qui sont le plus souvent signalées comme l'impact de COVID-19, mais il y a également des risques accrus qui restent élevés. Mais un cinquième de personnes interrogées trouvent encore les biens, les loyers inabordables et 12% sont toujours bloqués. Donc, ceci conclut un peu les résultats que je voulais présenter aussi. Nous continuons à surveiller l'impact. Et ce qui est important à dire, c'est que l'impact est loin d'être fini. Et il a plusieurs facettes et certainement il s'agit des vaccins et tout ce qu'on dit là est pertinent à l'accès du vaccin, au vaccin. Merci beaucoup. Merci Jane pour cette excellente perspective, excellente présentation. Et je suis tout à fait d'accord qu'elle complète la première. Quelques résultats sont alarmants. Jane, vous avez fait un excellent point du besoin d'adresser ces problèmes, mais aussi s'assurer que ceci ne continue pas. Et quelques résultats que vous avez ici ne sont pas liés à la santé, mais il s'agit du logement, de l'éducation, de l'accès inadéquat à l'éducation qui existait bien avant Covid-19. Et quelque chose qu'on commence à parfois oublier, c'est les les problématiques qui doivent ou que l'on doit continuer à traiter même avant Covid-19, même après Covid-19. Je ne sais pas si on a pu se connecter avec Thomas. Voyons voir un peu. Donc, Thomas, est-ce que vous êtes là? Sinon, nous allons passer à notre prochain orateur et nous allons revenir vers vous. Nous sommes ravis maintenant de donner la parole à ICRC, Dr. Angela Contromea. Angela est conseillère mondiale sur les questions de migration au Comité international de la Croix-Rouge. Elle était auparavant la conseillère mondiale du CICR sur les déplacements internes et travaillait à différents titres pour les opérations CICR en Serbie, en Colombie, au Kenya et au Soudan. Dr. Controneo a un master en sciences politiques de l'Université de Florence et un doctorat de droit international de l'Université de Rome. Angela, j'espère que vous êtes prête. La parole est à vous. Merci beaucoup, Ziki, et bonjour à tout le monde de Genève. Je suis ravie de prendre cette opportunité et de discuter ce rapport avec vous, comme si la guerre n'était pas assez. Et ce rapport est basé sur des expériences réelles, des expériences de mars. Donc, j'ai mis la page de couverture. Je vais commencer par expliquer pourquoi le CICR a produit ce rapport. Comme si
comme vous le savez, les conflits n'ont pas arrêté à cause de Covid-19. Et pour les personnes affectées par la guerre, Covid-19 est juste une menace, entre autres. C'est une crise qui vient s'ajouter à d'autres crises qui exacerbent les besoins humains et créer aussi d'autres vulnérabilités. Nous, au CICR, nous avions voulu mieux comprendre comment la pandémie a impacté et affecté la vie des individus qui venaient des zones de conflit frontalières ou internes. Et nous avons illustré l'histoire de 8 personnes qui ont été affectées par la pandémie et les conflits de guerre. Donc, on a reflété sur les politiques qui ont été adoptées pour répondre à la pandémie et essaye d'aligner les leçons tirées, les meilleures pratiques pour informer les efforts par les gouvernements et les organisations humanitaires ainsi que d'autres parties prenantes. Une des histoires personnelles est pertinente à notre conversation aujourd'hui. Donc j'aimerais la résumer pour vous et puis concentrer ma présentation sur ce qu'on peut apprendre ou les leçons qu'on peut tirer. Donc il s'agit de Jawid, qui a quitté l'Afghanistan avec sa sœur et sa tante en janvier 2019. Donc, ils ont continué à lutter contre les insécurités dans leur pays, qui a rendu la vie difficile aux citoyens. Donc, ils ont commencé un très long voyage à travers l'Iran, la Turquie, et on finit sur l'île grecque de Lesbos. Le rapport raconte l'histoire de Jawid dans son entretien où la Covid-19, donc depuis que Covid-19 a attaqué la Grèce et comment ils ont réagi. Donc, ils ont réagi. Donc, l'entretien a été annulé parce que ils étaient confinés et puis après, ils ont il y a eu un accident, un grand incendie, et nous pouvons voir le stress créé par ces incertitudes sur son avenir. À la fin, nous avons pu avoir cet entretien avec Jawid, décembre 2020, où nous avons collecté son histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire de Jawid? Jawid, son histoire illustre les soucis de protection qui affectent les migrants, les réfugiés à travers le monde durant la pandémie. Et je voudrais souligner ici 3 points essentiels. Le premier, l'expérience de Jawid évoque les vulnérabilités qui affectent les migrants qui vivent dans des camps et d'autres qui sont dans des centres de détention d'immigrants. Donc, dans certaines conditions, les migrants sont vulnérables au virus et on sait très bien, grâce au surpeuplement, le manque d'hygiène et certainement manque d'accès aux services sanitaires et aux informations sanitaires. Le rapport souligne aussi que les migrants dans ces centres ont été particulièrement affectés par des mesures strictes adoptées par certains gouvernements pour contenir le virus, comme par exemple l'application des mesures de confinement ou l'utilisation d'une combinaison de confinement, quarantaine dans les camps et dans les centres d'immigration. Donc ces mesures n'ont pas prouvé être efficaces ni avoir des bénéfices sur la santé des migrants, mais ils ont contribué à l'isolation et au manque aux accès restreints aux services de santé, par exemple, ou des services sociaux, des services légaux. Donc en même temps, il y a eu des approches progressives avec des gouvernements qui ont peut-être laissé partir des migrants sans papier et utiliser des mesures dans ces facilités ou même opter pour la législation des migrants ou même
à émettre des permis de résidence pour ces migrants. Donc, il y a aussi eu des mesures contre ces migrants. Ils ont parfois fait des plans qui répondent aux facilités de détention et certainement le CICR a encouragé des pratiques positives. Le deuxième point concerne les personnes qui ont fui les conflits armés et qui cherchent la sûreté et la protection à l'étranger, qui a été soulignée également par l'histoire de Jawid. Comme il a été mentionné dans le rapport, plusieurs gouvernements ont développé des solutions innovatives pour essayer de réconcilier les mesures de santé publique et leurs obligations sous la loi internationale, notamment quand ils ont adopté des mesures d'urgence. Quelques gouvernements ont adopté des procédures de gestion des frontières pour limiter les risques sanitaires comme des tests de dépistage ou même arrêter parfois le retour des migrants pour essayer de contrôler le virus. Nous avons également observé des mesures problématiques qui avaient un impact négatif à l'accès de la protection internationale, comme l'utilisation de certaines ressources et en même temps, ces pratiques étaient problématiques et la CICR essayait de souligner l'importance de maintenir l'accès aux services humanitaires. Dernièrement, l'histoire rappelle que ces migrants étaient une des populations les plus vulnérables, détenus dans des centres de migration et parfois pris dans les conflits armés. Et en fait, le rapport a décrit les vulnérabilités, surtout comme ces populations étaient stigmatisées, risquaient d'être exploitées, etc. Et j'aimerais aussi souligner que certains mécanismes ont affecté ces migrants, surtout les migrants qui ont perdu les ressources ou qui ont perdu de l'argent. Donc, je vais aussi souligner que ce rapport donne priorité à l'engagement immédiat. Il faut comprendre les multidimensions de la capacité des personnes à la résilience et des vulnérabilités. Ceci peut informer des plans de contingence, des crises, des mesures de réponse et adapter ces mesures aux circonstances spécifiques des migrants. L'engagement des communautés est clé pour établir la confiance, pour promouvoir l'inclusion et l'intégration sociale. Le deuxième point clé, donc le rapport était inclusif et a été pris en base d'ad hoc durant la Covid, durant la pandémie. Donc, il fallait traduire ces approches en des politiques à long terme pour renforcer la résilience, pour protéger les groupes vulnérables, pour limiter les risques, surtout les risques économiques. Donc, le point positif de cette pandémie, c'est le fait qu'il y a eu de plus en plus de prise de conscience, de sensibilisation à travers les autorités pour éliminer les obstacles pour l'accès des migrants aux services, notamment les services sanitaires, pas seulement pour réduire l'impact de la pandémie sur les migrants, mais aussi dans l'intérêt de la gestion de la santé publique. Donc la pandémie a démontré certainement que les migrants nécessite un partage de responsabilités au sein des États, pas seulement vis-à-vis des migrants, mais vis-à-vis de la communauté. Ceci est valide aux accès à l'immunisation. Donc, je dirais encore une fois, il faut capitaliser sur cela et continuer à souligner le besoin de plus d'empathie et d'inclusivité dans la gestion des migrants. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Angela, pour cette excellente présentation.
et l'analyse très intéressante des résultats. Merci également de nous avoir rappelé qu'il faut y avoir un engagement avec les communautés qui étaient affectées par tout cela, surtout les politiques et les programmes développés. Vous nous avez rappelé que les connaissances, les capacités, mais aussi la conscience qui émane de cela est très importante. Merci de nous avoir rappelé de certains aspects qui peuvent ne pas être visibles à certains d'entre nous qui travaillent dans différents domaines, surtout quand les frontières sont fermées pour protéger la santé publique, comment ceci impacte la possibilité d'accès et comment ceci est conçu pour protéger la santé publique peut affecter les migrants. Vous avez aussi donné des observations pour l'acceptation humanitaire de ces migrants. Angela, peut-être que vous n'êtes plus là, mais s'il vous plaît, mettez le lien à votre rapport du CICR et je suis sûre que certains de nos collègues voudraient savoir davantage. In the chat, then I'm sure many. Bien, je viens de voir que Thomas est à nos côtés, il est connecté, ce qui est une très bonne chose. Thomas, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais nous avons fait une petite introduction. Nous avons dit que tu étais le fondateur, créateur du Fruit Basket, que tu défends les droits, la liberté, la sécurité des migrants de la communauté LGBTQI+, qui vivent en Afrique du Sud. Alors Thomas, on te voit, J'espère qu'on t'entendra aussi et tu as maintenant la parole. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend et on te voit. Parfait. Oui, c'est parce que j'ai toujours le message qui apparaît selon lequel ma connexion n'est pas stable. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner cette occasion de vous parler du travail que je réalise ainsi que des défis auxquels notre communauté est confrontée. Mon nom est Thomas Chamiaria, je viens du Zimbabwe et je vis et travaille en Afrique du Sud. Cela fait 10 ans maintenant que je vis ici. Je suis le fondateur et directeur exécutif d'une organisation appelée The Fruit Basket, qui soutient les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile de la communauté LGBTIQ+. Notre association se bat pour inclure les réfugiés, les migrants dans tous les programmes existants. La communauté que nous desservons appartient à des groupes minoritaires multiples. Vous avez des personnes qui sont réfugiées de couleur et qui font partie de la communauté LGBTIQ+. Donc la xénophobie, la discrimination, tout cela fait partie de notre quotidien. Nous étions déjà confrontés à toutes ces difficultés avant la pandémie, avant le confinement, mais la pandémie, évidemment, a entraîné encore beaucoup d'autres défis. La vie est vraiment très compliquée parce que non seulement nous sommes exclus des services, mais nous ne pouvons pas non plus exercer un travail qui nous permet d'avoir un toit sur notre tête et de quoi manger. La plupart des membres de cette communauté n'ont pas de papier. Ils ne peuvent pas trouver un emploi formel. Ils travaillent dans le secteur informel. Mais en raison du confinement et de toutes ces restrictions, ils ne peuvent plus être dans la rue à vendre des petites choses. Et étant donné que tout a démarré au début de l'année 2020, aujourd'hui, le nombre de personnes qui se sont adressées à notre association, au Fruit Basket, ne fait qu'augmenter. Nous avons sous-estimé les chiffres. Et aujourd'hui, nous savons que plus de recherche est nécessaire pour que l'on connaisse vraiment les chiffres précis et que l'on puisse identifier les besoins de cette communauté. Pour l'instant, nous sommes surtout là pour aider, pour trouver des solutions pratiques aux défis auxquels cette communauté est confrontée. Le sans-abrisme, qui est un défi considérable. Voilà pourquoi
nous avons mis en place un programme axé sur le logement et la nourriture. Nous sommes vraiment une petite organisation émanant de la base, du terrain, et nous n'avons pas vraiment la possibilité de déployer des programmes à une large échelle, mais nous nous investissons, nous faisons de notre mieux pour que les membres de notre communauté ne soient pas affamés en rue. Vous savez que la xénophobie est un problème énorme ici en Afrique du Sud et nos membres sont dans la rue. Ils font partie de la communauté LGBTIQ+. Et donc, c'est vraiment la recette parfaite de la catastrophe. Tous les ingrédients sont réunis. Voilà pourquoi nous faisons de notre mieux pour que personne ne soit dans la rue, pour que on ne reçoive plus de messages disant que voilà, les gens sont là dans la rue sans abri. Et lorsque nous recevons des messages indiquant que des personnes sont dans la rue, nous intervenons le plus vite possible. Alors, nous donnons aux membres de notre communauté des bons repas et de l'argent aussi, parce que la plupart d'entre eux, comme je vous l'ai dit, travaillent dans le secteur informel. Et avec les confinements successifs, ils n'ont plus la possibilité de travailler. Ils ont donc perdu toute source de revenus. Et il n'y a pas beaucoup d'organisations dans notre pays qui s'occupent de cette communauté en particulier, qui s'en chargent, ce qui veut dire que notre organisation, Fruit Basket, et d'autres bénévoles, d'autres personnes sont finalement les seuls à se préoccuper de cette communauté. Nous organisons des collectes de fonds, nous demandons à nos amis et alliés de nous faire des dons et nous nous adressons aussi à plusieurs financeurs. Toutes les organisations de la communauté LGBTIQ+, ici en Afrique du Sud, nous aident du mieux possible. Et je peux dire que la seule chose finalement qui est sortie de cette pandémie, eh bien, c'est que nous, membres de cette communauté LGBTIQ+, résidents permanents ou réfugiés, eh bien, nous nous sommes retrouvés et nous nous soutenons mutuellement. Et ça, c'est quelque chose de positif. Mais pandémie ou pas pandémie, le principal défi auquel nous sommes confrontés ici, c'est les papiers, l'absence de papiers ou de documents. Plus de 90% des migrants de la communauté LGBTIQ+, des demandeurs d'asile, eh bien, plus de 90% n'ont pas de papiers. Ils vivent ici de façon totalement illégale, ce qui génère encore plus de risques pour eux. Ils n'ont pas de papier, pas par envie, parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils veulent violer la loi. Non, non, ils n'ont pas de papier parce que le système de demande d'asile est tellement compliqué qu'ils ne peuvent pas y participer. C'est comme si c'était fait exprès, qu'on laisse les gens sans papier, qu'on les oblige à vivre de façon illégale, comme des criminels finalement. Parce que les rares personnes qui se sont lancées dans cette procédure de demande d'asile ont vécu une expérience tellement négative, tellement mauvaise, qu'ils ils ne sont pas arrivés au bout du processus et ils ne veulent même pas continuer, ils n'encouragent pas les autres à le faire non plus, étant donné cette expérience très très négative. Ils ont peur, c'est quasiment comme une menace. Et donc aujourd'hui, je dirais que la plupart des défis sont liés au fait que vous n'avez pas de papier. Vous ne pouvez pas avoir d'emploi, vous ne pouvez avoir accès à rien si vous n'avez pas de papier. Si vous vous adressez à un hôpital public, la première chose qu'on va vous demander, ce sont vos papiers. Et si vous n'en avez pas, eh bien vous ne pourrez pas bénéficier des services de cet hôpital. Donc, si le système ou la procédure d'octroi du droit d'asile pouvait être améliorée, je pense vraiment que les choses commenceraient à changer pour cette communauté. En outre, le flux de réfugiés ne cesse d'enfler parce que la situation est de pire en pire dans la plupart des pays. Donc, les gens quittent la souffrance, la misère, en espérant trouver un avenir meilleur ailleurs, dans un autre pays.
les frontières, tout est fermé, les gens prennent donc plus de risques encore. En effet, le risque de rencontrer des difficultés, des problèmes durant cette période de confinement est très, très élevé parce qu'il y a des couvre-feux, il y a tellement de restrictions que l'on peut très facilement enfreindre et donc on se retrouve très, très facilement du mauvais côté de la loi, si je puis dire. Un de nos membres, par exemple, a été arrêté tout simplement parce qu'il n'a pas respecté le couvre-feu de quelques minutes. En effet, il était dans un Uber et le conducteur, le chauffeur Uber n'a pas pu arriver à l'endroit où étaient les personnes concernées. Donc, il a été, euh, on lui a demandé de sortir de la voiture un peu plus tôt. Et donc, voilà, il a été arrêté par la police. Cette personne est un transgenre, n'a pas de papier, est demandeur d'asile. Donc, voilà, je ne dois pas vous donner plus de détails. Vous pouvez imaginer la détresse dans laquelle se trouve cette personne aujourd'hui. Parce que le fait d'avoir violé le couvre-feu peut être source de déportation et c'est un transgenre, donc cette personne ne peut pas retourner dans son pays d'origine. Ce qui vous montre que beaucoup de membres de notre communauté LGBTIQ+ risquent vraiment des problèmes. Ils sont obligés d'aller en rue pour essayer de trouver quelque chose à manger. Et en faisant cela, eh bien, ils peuvent être arrêtés très facilement parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils s'enfreignent l'une ou l'autre restriction. C'est très, très facile. Et comme je vous l'ai dit aussi, la plupart des membres de cette communauté n'ont pas de papier. Donc, ce que je viens de vous présenter là, ce ne sont que quelques-unes des nombreuses difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Notre organisation, le panier de fruits, le Fruit Basket, est une organisation qui vient de la base, du terrain. Nous connaissons la situation, nous savons quels sont les problèmes, mais nous n'avons pas les moyens, pas les ressources de faire plus et pour aider la communauté que nous servons. Voilà, mais je le répète, nous faisons de notre mieux et nous continuerons à le faire. Donc, ce que je peux peut-être demander, c'est que l'on mette davantage l'accent ou la lumière sur nous, sur les réfugiés, sur les migrants issus de la communauté LGBTIQ+. Voilà, ce serait vraiment essentiel. Et les documents, les papiers, c'est essentiel. L'absence de papier était le gros problème avant la pandémie et le restera après la pandémie. C'est pourquoi, en tant qu'organisation, nous devons vraiment continuer à travailler, à œuvrer pour trouver des solutions pratiques. Merci, merci infiniment de votre attention. Merci, merci à toi, Thomas. Je suis vraiment très, très, très heureux que tu aies eu la possibilité de te reconnecter, que tu aies persévéré face à ces écueils technologiques pour partager avec nous cette situation vraiment très grave. Et l'organisation que tu as fondée, dont tu es à la tête, est une organisation qui vraiment est là pour aider une communauté qui souffre vraiment de manière très, très forte de cette pandémie. Et Thomas, tu as vraiment mis l'accent sur un point essentiel. Tu nous as dit que la situation à laquelle beaucoup de communautés, en particulier la communauté LGBTQI+, cette situation n'est pas uniquement liée à la pandémie. C'est une situation problématique qui existait déjà avant la pandémie. Et je dirais simplement que la pandémie a mis en évidence certains manquements, certains problèmes qui existaient déjà bien avant même que la Covid ne commence. Nous allons maintenant donner la parole à notre dernière intervenante. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à poser votre question dans la messagerie, n'hésitez pas à apporter un commentaire. Je vois que quelques questions commencent à arriver. Je vous encourage vraiment à faire part de vos commentaires, de vos réflexions
sous l'angle bien spécifique de votre organisation. Et à la fin des interventions, nous pourrons consacrer un peu de temps aux questions-réponses. Et si vous voulez vous exprimer, n'oubliez pas d'appuyer sur l'onglet bleu Request to Speak, demander la parole. Mais d'abord, le docteur Kanokporn, que nous connaissons mieux sous le nom de Jum. Alors, vous êtes active dans le programme de santé et de migration. Vous faites partie du bureau du directeur général adjoint de l'OMS. Vous êtes responsable depuis avril 2016 de tout ce qui est relation avec les partenaires. Et Jum, vous êtes aussi à la tête du groupe de travail sur l'accès aux services dans le cadre du réseau pour la migration des Nations Unies, ainsi que dans toutes les actions liées aux vaccins aussi et aux thèmes prioritaires des migrants et de l'accès aux services. Mais avant, vous avez travaillé dans les programmes de santé de réfugiés pour les réfugiés depuis 1994 à différents niveaux, sous-national, national, régional, et puis maintenant au niveau du quartier général, du siège. Vous avez travaillé avec différentes agences, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vous avez été active au Bangladesh, en Jordanie, au Myanmar, au Pakistan, au Soudan, en Thaïlande. Voilà, bienvenue, bienvenue Jum, bienvenue à nos côtés et sans plus tarder, nous vous donnons maintenant la parole. Merci beaucoup, merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, en effet, je porte plusieurs casquettes avec l'OMS, le réseau des Nations Unies pour la migration, dont l'OMS est un membre exécutif. Et tout cela, bien sûr, dans le cadre du comité exécutif. Nous avons aussi le groupe de travail sur l'accès aux services, dont nous sommes également membres. Aujourd'hui, ce groupe a fusionné avec, dans le cadre des nouvelles priorités thématiques, dont je parlerai tout à l'heure. Mais voilà, j'ai quelques transparents que je voulais partager, simplement pour planter le décor. Voilà, merci, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, quand on parle du pacte mondial sur la migration, je vais surtout vous parler donc du rôle de ce pacte mondial pour la migration dans l'accès aux services pendant la pandémie et au-delà, après. Comme vous pouvez le voir, quand on parle de pacte mondial, bon, vous le savez, il y a 23 objectifs qui sont repris. Et j'imagine que ce qui vous intéresse surtout, c'est l'accès aux services. Vous avez donc sûrement entendu beaucoup parler de l'objectif 15, à savoir offrir l'accès aux services de base. Dans le cadre du pacte mondial, les États membres se sont engagés à ce que tous les migrants, quel que soit leur statut, puissent avoir accès à certains droits, des droits humains liés à l'accès aux services de base. Ils se sont également engagés à renforcer les services inclusifs, les services incluant les migrants. Bon, vous avez entendu les collègues parler de différentes recherches qui ont été menées concernant l'accès aux services. Eh bien, tout cela est repris dans ce pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, avec notamment l'objectif 15, la santé, l'éducation, l'accès à l'assistance et aux services juridiques, culturels, etc. Il y a bien sûr d'autres objectifs qui sont repris dans ce pacte qui portent notamment sur l'accès aux services. Par exemple, l'objectif 3 qui parle de l'accès à l'information. L'objectif 4, preuve de l'identité légale, juridique et documents adéquats. Ensuite, conditions de sauvegarde. L'objectif 6, donc le recrutement éthique. Et
Également le 7 sur les vulnérabilités liées à la migration, le 14 concernant la protection consulaire, l'assistance, la coopération tout au long du cycle de migration, le 17 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination et l'objectif 21 sur le fait de faciliter un retour et une réadmission sûre et digne. Voilà, donc ce sont tous les objectifs qui sont liés à l'accès aux services. Dia suivante, s'il vous plaît. Merci. Si nous allons un peu au-delà de cet objectif 15 et des autres que nous venons d'examiner, que fait le réseau des Nations Unies sur la migration quand il s'agit de mettre en œuvre le pacte mondial? Il est là, ce réseau, pour aider la mise en œuvre et pour assurer le suivi de la mise en œuvre du pacte. Vous voyez les différents membres du comité exécutif. Vous avez l'OIT, l'Organisation mondiale pour la migration. Vous avez les différentes agences des Nations Unies, l'UNICEF, l'ONUDC, l'OMS, etc., pour n'en citer que quelques-uns. Puis vous avez aussi d'autres membres. Et au total, nous sommes à 40. Peut-être qu'entre-temps, le chiffre a encore augmenté, mais voilà, il y a 23 pays et quelques 40 réseaux et régions des Nations Unies au niveau national. Nous avons donc un plan de travail. Nous en sommes maintenant au deuxième avec des priorités bien établies. Et notre groupe sur l'accès aux services n'est qu'une des priorités thématiques dans le premier plan des Nations Unies qui vient de se terminer l'année dernière. Donc maintenant, nous sommes dans le cadre d'un nouveau plan de travail, avec, comme je l'ai dit, 23-24 pays qui ont le titre de champions, qui facilitent la mise en œuvre des réseaux et du pacte mondial. À cela s'associent des réseaux nationaux, des réseaux régionaux aussi par les différentes commissions, ESCAP, ICAP, etc. Avec le groupe de travail sur... Voilà, désolée, je vais un petit peu trop vite. Donc, avec notre groupe de travail sur l'accès aux services, vous voyez qu'il est co-géré par l'OMS et UN Habitat, avec le soutien et la contribution des membres, comme vous le voyez, FAO, OIT, IOM, UNED, etc., UNICEF, UN Femmes, Caritas, et puis FRC, PICUM, PSI et UCLG, qui est une organisation d'autorité locale. Nous avons travaillé avec toutes ces agences et nous avons fait dressé l'inventaire de la pandémie. Donc, dans le contexte de la pandémie, nous avons examiné toute une série de choses. Nous avons produit une note d'orientation. Vous avez d'ailleurs le lien qui apparaît à l'écran. Il s'agit vraiment d'un rassemblement de bonnes pratiques qui a été réalisé par le groupe de travail. Et nous sommes en train justement de mettre la touche finale à cette collecte de bonnes pratiques et à ce travail de plaidoyer. Vous voyez que nous avons déjà accompli pas mal de choses. Et passons à la dia suivante. Pour ce qui est vraiment de la pandémie, au début, il n'y avait pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de données disponibles concernant l'impact de la pandémie sur la population des migrants en particulier, mais depuis, beaucoup de travail a été réalisé par des collègues du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge notamment, et nous avons donc maintenant plus de données. Nous avons vraiment des données très solides et nous voyons que
dans beaucoup de pays, la mortalité a augmenté, la morbidité aussi, plus d'admissions dans les unités de services de soins intensifs, par exemple. Donc, tout cela a un impact aussi sur les populations migrantes, notamment concernant les politiques de vaccination. Vous savez que la vaccination a démarré en janvier, dans certains pays un peu plus tôt, mais en tout cas, en moyenne, elle a démarré en janvier. Et au début, il n'y avait pas beaucoup d'informations concernant cette population, parce que ce n'était pas la première population visée par la campagne de vaccination, c'était plutôt la deuxième ou la troisième vague. Mais malgré tout, nous avons mené à bien une étude avec les différents plans d'action nationaux de vaccination qui avaient été envoyés à la facilité, donc au mécanisme COVAX, avec toute une série de pays, notamment les pays qui doivent bénéficier d'une vaccination gratuite. Il y a aussi des pays qui facilitent, qui payent, qui financent le vaccin eux-mêmes, mais qui participent malgré tout à cette facilité COVAX. Et ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a que 39% de ces pays qui inclut de manière explicite les réfugiés et les demandeurs d'asile. 28% inclut les migrants et seuls 17% inclut les migrants irréguliers. Alors, le nombre qui inclut les réfugiés est assez faible, mais si nous allons plus loin dans l'analyse de ces 104 pays, eh bien, il y a parmi eux des pays qui n'ont pratiquement pas de réfugiés ou pas du tout. Donc, nous avons vraiment été plus loin dans l'analyse et nous avons vu que nous arrivions à des chiffres semblables. Par rapport à la couverture des réfugiés, nous sommes arrivés à 94% alors de plans qui incluaient les réfugiés. Mais ce sont alors les réfugiés qui sont couverts par les conventions de 1951 notamment et qui ont donc plus de droits que d'autres migrants. Nous allons encore plus loin dans l'analyse avec les différents partenaires pour vraiment bien contrôler ce qui se passe au niveau de chaque pays en matière de vaccination. Voyons maintenant les choses sous l'angle positif. Au cours des quelques dernières semaines et mois, nous avons vu plus de pays qui se sont vraiment engagés à donner des vaccins. Aujourd'hui, 189 sur les 194 ont déjà lancé la vaccination. Nous sommes guidés dans notre travail par les principes du réseau pour la migration des Nations Unies, en particulier celui du service exécutif, qui consiste vraiment à se concentrer aujourd'hui sur la vaccination. Finalement, le vaccin n'est pas tout. Quand on parle de vaccination, il faut aussi parler de tout, donc l'éducation, l'information, le logement, les bonnes conditions sanitaires, hygiéniques. Il s'agit d'un tout. Nous allons vraiment nous concentrer maintenant sur un nombre d'activités qui sont associées à cette vaccination. Alors du côté du plaidoyer, vous avez sans doute déjà entendu notre collègue du mouvement international qui parle de l'inclusion. C'est évident, nous constatons la même tendance. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de pays qui incluent ces populations de migrants, mais le problème est posé par les migrants sans papier. Donc vous voyez, 17%, aujourd'hui 22%. Donc en d'autres termes, il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est une des tâches du réseau pour la migration des Nations Unies de soutenir cette campagne d'inclusion.
Mais bien sûr, avec la note d'orientation, il y aura l'aspect très concret, le cadre de mise en œuvre. Et il y aura plusieurs webinaires. Celui-ci doit être considéré comme l'un des webinaires visant vraiment à inclure cette population. Outre la vaccination, le réseau des Nations Unies va également proposer des activités, mais ceci m'amène à mon dernier transparent, qui consiste vraiment à aller au-delà. Ah, désolée, j'ai un petit souci de transparent, dit madame. Donc, il faut se pencher sur l'impact socio-économique des retours forcés. Nous allons travailler sur des stratégies de plaidoyer pour vraiment travailler avec des procédures de retour accéléré, travailler avec les gouvernements en partenariat, en collaboration, et nous allons encourager la réintégration socio-économique des migrants dans la société, et ce, dans le cadre de la réponse à la pandémie et très probablement au-delà. Voilà, désolée, j'étais un petit peu longue, je vais m'arrêter là et je vous rends immédiatement la parole. Merci beaucoup, merci John, merci pour cette présentation excellente. Je pense que les autres panélistes seraient très heureux de pouvoir retrouver dans la messagerie les liens vers les différentes activités dont vous avez parlé, peut-être un lien simplement vers la page d'accueil du réseau pour la migration des Nations Unies, voilà, pour que tout le monde puisse consulter tout cela et obtenir plus de détails sur les activités très importantes du réseau que vous venez de mettre en lumière. Je crois aussi que ce dont parlent les collègues aujourd'hui et vous, ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Non, ce sont vraiment des cadres mondiaux avec des objectifs qui ont été fixés par État pour que l'accès aux services soit assuré à tous les migrants, quel que soit leur statut. Je pense que vous avez vraiment parlé de ce pacte mondial pour la migration. Merci beaucoup. Nous avons encore un petit peu de temps maintenant pour les questions-réponses, chers collègues. Donc, allez-y, n'hésitez pas à écrire votre question dans la messagerie ou lever votre main. J'espère que vous aurez compris comment fonctionne la plateforme Kudo pour lever la main. Donc, c'est à droite, je crois, à droite de l'écran. N'hésitez pas. J'espère que vous avez vu comment cela fonctionne. Go to immediately. Donc, je vais passer à quelques questions qui sont dans la boîte messagerie. Et pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Il y a une organisation de Jill Peace qui dit qu'il est très important d'avoir des preuves qui donnent accès aux services sanitaires gratuits et que ça fasse partie. Donc, la base ou les preuves peuvent soutenir la plaidoyance pour l'accès égal aux services de santé. Et depuis que Covid était une crise partout, comment peut-on assurer que la couverture sanitaire universelle est couverte par tous les États et appliquée au sein de toutes les communautés, quel que soit votre statut, que vous soyez migrant, réfugié ou autre. Donc en combinant ces deux questions, et je vais demander aux orateurs de répondre, est-ce qu'il y a une opportunité de Covid-19 et de l'impact de faire de sorte qu'il y ait plus d'accès aux services sanitaires et même renforcer ou favoriser les services sanitaires universels. Est-ce que quelqu'un des panélistes voudrait répondre à cette question? Je vous invite. June, je crois que vous avez levé la main. Donc la parole est à vous, madame. Je crois que, comme vous l'avez dit, les preuves, et il faut qu'on soit un peu capable de démontrer que oui, certainement, l'impact est sur la population, mais ceci est dû aux vulnérabilités et certaines populations peuvent être affectées plus que d'autres, mais on ne peut laisser personne pour contre. On ne peut pas vacciner un groupe et laisser un autre. Tous les groupes de la société doivent être vaccinés afin d'obtenir une certaine immunité. Et
arrêter la pandémie ou le virus. Un autre point, c'est qu'il y a plus de raisons de... Si vous excluez un groupe, ceci va certainement causer des problèmes au niveau de la société. Il y a plusieurs études qui ont été faites, mais les résultats n'étaient pas clairs. On a aussi comparé la contribution à cette population. Et il faut certainement changer le récit. Il faut tourner le récit négatif en un récit positif, hein, et éliminer tout ce qui est négatif. Et je voudrais remercier ici les collègues de la Croix-Rouge. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de recherches à cet égard. Donc, en ce qui concerne la couverture, et j'aimerais ici aller un peu plus loin, je crois que ce qu'on a pu réaliser est grâce à cette plaidoyance mondiale, mais n'empêche qu'il reste beaucoup de choses à faire. Mais vraiment, cette pandémie nous a ouvert les yeux sur les problèmes, mais aussi nous a montré qu'il y a certaines opportunités et nous a prouvé qu'il faut pas, qu'on ne peut pas de toute façon négliger ces groupes de gens, mais il faut également changer les politiques. Nous avons déjà commencé à voir des changements dans les politiques et à l'accès aux services sanitaires pour les migrants en Irlande, par exemple, et dans d'autres pays. Et nous allons voir de plus en plus de bonnes pratiques au fur et à mesure. Mais ce que je vois également, c'est quand on examine, par exemple, et hier j'ai assisté à la réunion de la région européenne pour discuter de nouvelles stratégies, parce que les anciennes vont se terminer ou expirer l'année prochaine. Donc, une des priorités, c'est la couverture de la population des migrants, mais aussi une deuxième, c'était dans la région de l'Est de la Méditerranée, où les comités régionaux ont discuté de comment soumettre le cadre régional et les plans du cadre régional pour couvrir la population des migrants. Je suis désolée, ma réponse était également très longue, mais je vous redonne la parole. Merci, Jum. Et vous pouvez toujours donner de longues réponses, surtout quand vous avez des réponses positives. J'ai vu aussi que James a levé la main ou a demandé la parole. Je ne sais pas si vous voulez toujours parler, Jane? Merci. Voilà. Très bien. Non, je voulais juste ajouter à ce que Jum a dit. Donc, il y a toujours ce concept d'améliorer les choses. Et une leçon à tirer de Covid-19, c'est qu'il faut inclure tout le monde. Il ne faut pas faire les bonnes choses, mais il faut faire les choses les plus intelligentes ou les faire d'une façon intelligente. L'accès au vaccin et à tout le monde, pour les personnes qui vivent dans de mauvaises conditions et qui ne peuvent pas se protéger de l'infection, sont la population la plus vulnérable et ceux qui ont le moins d'accès au vaccin. Parce qu'on ne peut pas les isoler, ils ne peuvent pas s'isoler. Et donc, les leçons tirées de cette pandémie, c'est de renforcer et de reconnaître cette population de migrants et l'accès universel de ces migrants aux services sanitaires. Merci, Jean et Angela. Angela? Voilà. Donc, très brièvement, parce que je suis consciente des contraintes du temps, j'aimerais ajouter un point de ma perspective. Quand on parle d'assurer l'accès aux services sanitaires à tous les migrants, il faut tenir en compte l'importance d'examiner les réponses à Covid à travers des approches multidisciplinaires. Donc, les rapports des laboratoires et les données partagées par Jane démontrent clairement que la raison pour laquelle les migrants ne peuvent pas accéder ces services sont variées. Et vous ne pouvez pas juste voir la perspective de la santé, parce qu'il y a
toujours la peur, il y a des problèmes liés aux données, à la stigmatisation, à comment les autorités sont ou ne sont pas capables de protéger les migrants de la violence. Et il y a aussi l'impact socio-économique de la pandémie et le besoin de traiter ce sujet afin que les migrants puissent avoir accès aux services sanitaires. Il est très important de garder ces approches multidisciplinaires en tête et aussi les examiner de perspective de situation des conflits armés. Les migrants qui viennent des zones des conflits, il y a beaucoup de problèmes où qu'il faut prendre en considération les services qui ont été impactés par le conflit, toutes ces problématiques concernant l'infrastructure. Et quand on parle des vaccins, il ne s'agit pas de l'infrastructure sanitaire, mais il y a beaucoup plus. Donc, c'est mettre tous ces aspects, les prendre en considération pour résoudre le problème. Merci, Angela. Et en fait, nous avons pris quelques minutes de plus, donc je vais demander l'opportunité à Thomas s'il a aussi quelque chose ou des commentaires à ajouter avant de terminer ce panel interactif. Thomas, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes connecté? Et est-ce que vous avez des réflexions ou des contributions à donner? Et si Thomas a quelques soucis techniques, peut-être qu'on peut passer à Nicole. Donc Nicole, la parole est à vous. Merci Zik. J'aimerais dire que en ce qui concerne cette question et ce qu'on a vu après la pandémie et des recherches, il y a des problèmes qui existaient avant la pandémie mais qui ont exacerbé et il faut surtout savoir qu'il y a beaucoup de possibilités pour continuer le travail, pour prendre les bonnes pratiques, pour travailler avec certaines organisations et voir comment certaines organisations pour faire la combinaison des recherches faites par les praticiens et examiner comment nous allons inculquer les politiques et les pratiques dans les communautés des migrants et examiner les opportunités qu'on a pu tirer de cette pandémie. Comment est-ce qu'on peut vraiment apporter ou inclure ces migrants ou cette population de migrants dans la politique des vaccinations, par exemple, et dans d'autres politiques maintenant et dans l'avenir. Mais il faut toujours travailler d'une façon ou en collaboration au niveau local et favoriser et renforcer la plaidoyance mondiale. Donc c'est ce que j'ai pu tirer, ce sont les idées que j'ai pu tirer à droite et à gauche de ce panel, mais je remercie tout le monde de m'avoir donné cette opportunité. Merci Nick. Thomas, je ne sais pas si vous êtes là, mais malheureusement je vois quelques mains levées dans l'audience, mais il faut à tout prix terminer parce que nous sommes un peu en retard, mais de mon côté, j'ai trouvé cette discussion très enrichissante, mais aussi alarmante, surtout en ce qui concerne l'impact, mais aussi encourageante, parce qu'il y a des pratiques, des barrières et l'impact de ces barrières qui sont connectées à la pandémie, mais aussi, mais en même temps, beaucoup plus structurées et qui existaient bien avant la pandémie. Et nous avons une excellente opportunité de les rendre visibles et comme l'a mentionné Jane, de mieux faire les choses et d'adresser certaines crises éventuelles qu'on pourrait voir. Donc, nous avons vu des impacts alarmants, mais aussi un développement ou des développements politiques qui ont été soulignés. Nous avons entendu parler de différents praticiens ou des personnes qui travaillent au niveau local et mondial. Et ça m'encourage, ça me donne cette perspective qu'il y a beaucoup d'engagement à ces problèmes et il faut qu'on soit certainement soucieux, mais en même temps encouragé et avec beaucoup d'espoir. Donc, en fait, nous avons enregistré
tout cet événement et vous allez le recevoir par les organisateurs. Beaucoup des rapports, des recherches, des analyses ont été déjà partagés dans la boîte de messagerie et ils vont être partagés avec vous directement par les organisateurs. Nous avons les rapports par le CICR, FRC et aussi les rapports de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous avons beaucoup de résultats de recherche et d'analyse par les centres de migration. Joom peut-être va partager ces présentations et les rendre disponibles. Thomas, vous pouvez partager un lien sur concernant le travail très important de Fruit Basket afin que les gens puissent savoir qu'est-ce que fait votre organisation. Avec ceci, j'aimerais vous encourager à continuer votre excellent travail et je termine cet événement avec beaucoup d'espoir. J'espère aussi que certains membres de l'audience se sentent encouragés, surtout après avoir entendu des politiques de développement, mais nous avons certainement un plan à suivre et à continuer dans cette voie positive. Donc, je voudrais juste renforcer ou souligner quelque chose pour les nouveaux laboratoires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous allons continuer à travailler ensemble en tant que décisionnaires politiques, praticiens. Les recommandations et les idées partagées durant cette session vont continuer et être incorporées dans le travail mondial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous allons continuer avec cette ambition et cet objectif de connecter les preuves locales, les voix, les expériences, la connaissance des communautés affectées avec les discussions politiques nationales et régionales et les plaidoyances qui doivent continuer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à cette discussion. Je remercie la participation active et à tous les panélistes qui ont présenté un excellent travail aujourd'hui. Encore une fois, je vous encourage d'aller et de revoir les recherches, les analyses, les résultats, les activités de toutes les initiatives dont on a entendu parler aujourd'hui. Avec ceci, notre événement prend fin. Je vous remercie de votre participation active et bonne soirée.